Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur l'organisation des ateliers finalement en utilisant la méthode des 5 S. Comme vous savez, je suis occupé à mettre en place toute cette histoire de formation dans la communauté et j'ai fait donc une vidéo sur la méthode des 5 S. Je me suis dit pourquoi pas la partager finalement sur YouTube, mais en s'inspirant de ma situation, de mon atelier et peut-être ainsi vous donner quelques idées à apporter à votre atelier, votre situation et l'espace que vous avez évidemment en rapport au mien qui est peut-être tout à fait différent. C'est aussi pour ça qu'on a fait un module avec les différentes dispositions à adapter en fonction de sa situation, mais ça c'est autre chose. Alors la méthode des 5 S c'est quoi? Eh bien c'est une méthode qui vient du Japon, c'est la société Toyota qui a mis ça en place pour justement optimiser au mieux ses lignes de production et standardiser au maximum justement toute la production qui va avec et ainsi être efficace dans son processus de production. C'est un petit peu ça l'idée. Alors ce processus n'est pas spécialement adapté aux industries. Il est évidemment adaptable à notre niveau en tant que petit artisan, amateur ou même PME. Moi, ça va faire maintenant une bonne quinzaine d'années que je mets ça en place. Avant, j'avais un petit atelier également et donc il fallait absolument que je sois hyper organisé pour que je puisse travailler non seulement en sécurité, mais aussi pour que je puisse sortir ce que j'ai à sortir en temps et en heure. Alors, les 5 S de cette fameuse méthode, c'est quoi? Eh bien, c'est sélectionner, situer, savonner, standardiser et suivre. Je vous explique tout de suite en quoi ça consiste en faisant finalement un petit tour de l'atelier. Alors on va aborder donc le premier point qui va être sélectionner. Sélectionner ça veut dire quoi? Eh bien on va tout simplement trier tout ce qui se trouve dans l'atelier. Que ce soit l'outillage, la quincaillerie, les chutes de bois, les pots de peinture, peu importe, tous les objets qui se trouvent dans l'atelier selon leur fréquence d'utilisation. Alors il y a 5 fréquences d'utilisation, c'est jamais, rarement, à l'occasion, souvent et tous les jours. À partir de là, eh bien, on va faire notre tri en considérant les outils qu'on utilise, les outils ou les accessoires comme je le disais, qu'on n'utilise jamais, eh bien on va les sortir de l'atelier. Soit dans un autre endroit parce qu'on se dit oui mais bon je veux quand même le conserver etc. Soit on va le jeter au parc à containers. J'imagine une vieille disqueuse qui est toute pourrie ou qui a le moteur à griller et qu'on se dit oh j'y regarderai un jour, ça ne sert à rien de la conserver, allez l'acheter au parc à containers de toute façon. Soit vous ne vous y mettrez jamais, soit elle est irréparable. Des vieilles quincailleries toutes rouillées, toutes pliées, etc. que vous n'avez pas eu le temps d'aller mettre au parc à containers un jour, eh bien prenez-les, allez les mettre au parc à containers ou allez les donner à un ferrailleur qui lui va peut-être en faire quelque chose. Mais en tout cas, de votre côté, ce que vous n'utilisez jamais, eh bien soit vous les remisez à l'extérieur de l'atelier, soit vous allez le jeter au parc à containers, à vous de décider ce qui est récupérable ou pas. Mais en tout cas, le sortir de l'atelier. Ensuite, vous avez les objets, outils, etc. que vous utilisez rarement. Alors, ceux-là, vous pouvez soit les sortir de l'atelier. Dans mon cas, par exemple, j'ai des échafaudages de chantier que j'utilise aussi bien à l'intérieur. J'ai même des plus gros échafaudages pour les façades, etc. Eh bien, ils sont à l'extérieur de l'atelier. Ils sont stockés correctement, mais ils sont à l'extérieur de l'atelier, comme les échelles. J'ai également, par exemple, sur la mezzanine, tous les outils que j'utilise vraiment rarement, comme par exemple des disqueuses. J'ai vraiment fait des boîtes, moi, bien spécifiques par rapport à leur utilisation. Donc, pour la pose de parquet, pour la pose de membrane EPDM en toiture, pour mes queues d'aronde de charpente, etc. Donc, c'est des outils qui sont utilisés rarement et donc qui doivent être accessibles, mais en tout cas, j'en ai pas besoin dans mon aire de travail. Donc, tous ces outils qui ne peuvent pas être stockés dehors, ils sont stockés sur ma mezzanine. Si dans votre cas, vous avez un petit atelier, eh bien, de nouveau, le rarement, soit vous avez de quoi les stocker ou les remiser à l'extérieur sous abri ou sous clé par exemple, ou vous essayez de trouver une solution pour ne pas qu'ils vous gênent dans l'espace de travail. Ensuite, vous avez la catégorie à l'occasion. Alors là, à l'occasion, ça veut dire que vous allez l'utiliser de temps en temps, donc ça doit être disponible dans l'aire de travail, mais éloigné des postes de travail eux-mêmes.
selon de nouveau votre situation, pour les petits ateliers, eh bien, ça va être remis dans une armoire, par exemple, un petit peu moins accessible que les outils que vous avez besoin souvent. Donc moi, par exemple, j'ai mes pots de peinture que j'utilise moins régulièrement. Ils sont dans un coin de l'atelier, bien remisés proprement dans une armoire. C'est accessible, comme vous allez le voir par la suite. Eh bien, j'ai mes pots qui sont là dans le coin, ils ne sont pas dans l'aire de travail. D'accord ? J'ai mes outils que j'utilise moins régulièrement, comme par exemple la Power Station, comme la HK85, comme ma petite défonceuse, eh bien celles-là, elles sont empilées dans un coin de l'atelier, de nouveau accessibles, mais elles ne sont pas directement dans ma zone de travail. Pourquoi ? Parce que je vais utiliser les outils dans la zone de travail que j'utilise souvent. Donc là, on passe à la catégorie souvent. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre dans mon aire de travail? Eh bien, ça va être les outils que je vais utiliser, par exemple, comme la défonceuse, la scie circulaire, les scies à main, la scie à onglet, une scie sous table, tous les accessoires pour poncer, etc., etc. Mais ça, de nouveau, c'est chacun son choix et chacun sa manière de travailler selon son activité. Donc tout ce qui est utilisé souvent doit être dans l'aire de travail au plus proche du plan de travail. Et puis vous avez les outils que vous utilisez tous les jours. Eh bien ces outils-là, ils doivent être à portée de main. Tous les outils dont j'ai besoin tous les jours, ça va être les ciseaux à bois, ça va être la visseuse, ça va être la scie circulaire, ça va être la défonceuse. Eh bien tout ça, c'est dans mon établi ou dans mon chariot à roulettes, mais je vais y revenir, comme je le dis, on va faire vraiment un tour de l'atelier pour que vous compreniez tout ce que je fais, mais ça doit être à portée de main. Voilà pourquoi mon chariot est à roulettes, parce que dans mon cas, mon atelier est assez large et donc si je mets mes outils sur les murs, eh bien pour moi c'est une perte de temps d'aller chercher mes outils sur le mur, mais en plus de ça, je vais travailler sur mon plan de travail, sur mon établi, et je ne prendrai pas la peine d'aller remettre mon outil sur le mur, donc ça va traîner sur mon plan de travail avec tous les risques que ça occasionne, aussi bien d'abîmer le travail que je fais, de faire tomber par exemple mes ciseaux à bois et donc péter le tranchant et il sera inutilisable, et au final ça devient un foutoir. Donc moi, toutes les choses dont j'ai besoin tous les jours, eh bien, c'est à portée de main. Si vous, par exemple, vous avez un atelier qui fait 4 mètres de large et vos établis font 1 mètre de large, eh bien, vous avez accès aux murs ici, ben, fatalement, vous allez pouvoir utiliser vos murs pour mettre justement les outils que vous utilisez tous les jours. Et eux doivent être accessibles facilement tous les jours en travaillant, hop, en remettant à sa place, etc. Donc là, on va justement passer au deuxième point qui est situé. Et là, on va vraiment voir comment moi, j'ai décidé d'organiser mon atelier par rapport à ce point. Alors, situer, c'est quoi? Eh bien, c'est déterminer une place pour chaque objet ou chaque outil. Donc, comme je le dis souvent quand les stagiaires viennent chez moi, c'est quelque chose que j'aimerais répéter, c'est chaque place a son outil et chaque outil a sa place. L'exemple parfait, en fait, c'est mon chariot à roulettes. Pourquoi? Parce que j'ai mon équerre de traçage, eh bien, elle est dessinée sur le panneau qui le supporte, et donc je ne sais pas mettre d'autres outils à la place de cet équerre. Je vais prendre par exemple un serre-joint qui soit à vis ou qui soit à cliquet, eh bien je l'ai dessiné également sur le panneau, et donc je ne sais pas mettre celui à vis où il y a un à cliquet, il ne tient pas, et vice versa. Et donc dès que j'ai fini d'utiliser mon outil, eh bien je le remets à sa place sans hésitation et en sachant directement où il est. Mais ça veut dire aussi que je sais où ça se trouve. Quand je suis occupé à travailler sur mon plan de travail, eh bien, je ne commence pas à chercher pendant 20 minutes où j'ai mis mon tournevis. Ah, et les tournevis en croix, ils sont où? Non. Je sais exactement où ça se situe et je sais exactement où je dois le remettre en place directement. Donc, une fois que tout ça est déterminé, moi, j'ai choisi donc les outils dont j'ai besoin à portée de main, eh bien ceux-là, je les ai mis sur roulette. Donc comme je le disais, mon panneau ici, enfin mon chariot, il me permet d'aller où je veux dans l'atelier autour de mes établis et d'avoir accès directement, par exemple, à mes gouges
à sculpter, si j'ai besoin d'une gouge, à creuser par exemple, si je fais du plaquage, j'ai besoin de ma scie à plaquage, elle est dans mon tiroir et elle est à portée de main. Je ne dois pas commencer à courir au bout de l'atelier pour aller rechercher ma scie à plaquage et puis faire mes petites découpes, aller la remettre, etc. ou de nouveau la laisser traîner comme je le dis. J'ai mes ciseaux à bois, j'ai tous les outils dont j'ai besoin tous les jours dessus. Les clés que je vais utiliser occasionnellement pour dévisser quelque chose, etc. Eh bien, c'est directement sur mon chariot à roulettes. J'ai mes petites boîtes pour tailler mes crayons, j'ai mes outils de mesure que j'utilise tous les jours. Ici derrière, j'ai mes maillets. Donc, j'ai des maillets ainsi que marteau, scie à main, etc. Mes protections auditives, j'ai des lunettes de protection et tout ça, j'ai fait la même chose partout. C'est-à-dire que lorsque je suis au niveau de ma scie à format, par exemple, eh bien, j'ai tout ce dont j'ai besoin au niveau de la scie à format. Donc, j'ai des lunettes de protection. Mes protections auditives, évidemment, je les ai prises. Mais j'en ai également sur la scie à format. Comme ça, c'est la première machine généralement que j'utilise dans l'atelier avant même de passer à la dégauchisseuse. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon casque anti-bruit. Il est d'office toujours sur la scie à format. Fin de journée, il est rangé là-bas. Ensuite, j'ai mon poussoir. Sur chaque machine, mais ça on y reviendra sur le poste savonné, j'ai des balayettes, mais tout est à sa place sur chaque machine. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que je vais utiliser régulièrement? C'est les accessoires qui vont avec la Zeta. Par exemple, quand je dois faire du mobilier, eh bien, je n'en ai pas besoin en permanence au niveau de mes postes de travail. Mais par contre, dès que j'en ai besoin, eh bien, je vais prendre mon chariot ici qui me sert de support de panneau pour ma scie à format. Et en plus de ça, j'ai tous les accessoires ici. Donc, par exemple, dans cette armoire, j'ai tous les accessoires pour ma Zeta, c'est-à-dire les tenceaux, les Clamex, etc. Plutôt que de les avoir sur un mur ou sur un banc complet où je dois ouvrir mes tiroirs, aller chercher 5-6, eh bien j'ai mon armoire sur roulette que je viens amener à mes postes de travail et je peux travailler directement à mon aise d'une manière ergonomique en prenant mes différentes pièces et travailler avec ma machine. La Zeta, c'est des machines, ou la Domino, ou les défonceuses, etc. C'est des machines que je vais utiliser tous les jours au niveau des postes de travail. Eh bien, ceux-ci, ils sont au niveau des établis et ils sont marqués selon, de nouveau, leur catégorie. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, par exemple, ici, on se retrouve au niveau des établis. Eh bien, au niveau des établis, j'ai par exemple mes fraises de défonceuse sur le tiroir supérieur. J'ai pas été mettre ma défonceuse au coin extrême droite de l'autre établi. Non, je suis venu mettre ma défonceuse ici en dessous. Donc, j'ai ma défonceuse et j'ai les fraises de défonceuse au-dessus. Je ne dois pas commencer à courir à gauche ou à droite pour aller chercher les accessoires qui vont avec l'outil dont j'ai besoin. Ici, par exemple, j'ai régulièrement à finir mes projets, etc. J'ai ma ponceuse, donc j'ai la Rotex, d'accord, ici. Et en dessous, j'ai une deuxième ponceuse, donc la ETS 125, d'accord. Alors, on s'en fout des marques, hein. Je veux dire, vous pourriez avoir d'autres marques et aménager votre établi en fonction des marques que vous avez, qu'elles soient horizontales, verticales, sur tiroir, pas de tiroir. L'important, c'est d'avoir les machines que vous utilisez tous les jours au niveau de votre poste de travail et qu'ils soient faciles à utiliser sur le poste de travail, retirer du poste de travail pendant que vous continuez à travailler. Donc en faisant par exemple une étagère en dessous. Hein. Donc ça, c'est vraiment utile. Eh bien, entre mes deux ponceuses, j'ai un sustainer avec tous mes papiers à poncer. Donc je ne dois pas de nouveau commencer à courir au fond de l'atelier pour aller chercher mes papiers à poncer. Par contre, le stock supplémentaire des différents grains de papier, eux, sont stockés dans le coin de l'atelier, comme je le disais. Donc ça, c'est utilisé à l'occasion. C'est dans un coin de l'atelier avec les produits de finition que j'utilise de nouveau à l'occasion, contrairement à ceux qui sont dans l'armoire sur laquelle vous êtes situé. Eh bien là, je vais avoir les produits de finition que j'utilise toujours. Je vais avoir les bâtons de cire, par exemple. Je vais avoir le cleaner. Je vais avoir les couleurs
de Rubio que je vais utiliser plus régulièrement. Si j'utilise du Rubio par exemple, je vais avoir des gants de protection pour les mains pour appliquer les produits. Et bien ça se situe dans l'aire totale de travail parce que j'utilise ça très régulièrement. Donc ici, si je continue un petit peu la démonstration d'utilisation, donc ma réflexion ici, on est sur les aménagements, etc. Donc, comme je disais, défonceuse, fraise de défonceuse, j'ai les ponceuses qui vont avec. Ici, j'ai tous les systèmes d'ameublement, on va dire. Donc là, je vais avoir mon affleureuse, d'accord? Et en dessous, la fleureuse, généralement, j'utilise quand je fais des champs. Et bien ici, en dessous, j'ai mon encolleuse de champ, avec les accessoires de l'encolleuse de champ juste ici à côté. Voilà, donc ici j'ai mes accessoires de l'encolleuse de champ. Comme je suis vraiment sur de l'aménagement, eh bien ici au-dessus j'ai les accessoires pour le système LR32. Donc c'est proche de ma défonceuse puisque ça fonctionne avec la défonceuse, c'est proche de la fleureuse et de mon encolleuse puisque ça fait partie finalement d'un même thème. Ensuite, j'ai une petite visseuse ici qui est une visseuse de finition justement. Par contre, de l'autre côté, j'ai les visseuses un petit peu plus grosses avec les outils donc qui sont un petit peu plus gros. Je vous montre. Donc de ce côté-ci, on est sur le travail un petit peu plus grossier, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais avoir une scie circulaire ici en bas, j'ai une visseuse perceuse TPC 18, donc on va dire un plus gros modèle, j'ai ma visseuse à choc, les accessoires de vissage et de perçage, donc autour de mes perceuses visseuses, d'accord. Ici, une scie circulaire, de nouveau filaire, dans ce cas-ci, et puis je vais avoir la Zeta et les accessoires de la Zeta au même endroit, la domino avec le tiroir qui correspond avec les dominos en soi, donc les accessoires, et puis en dessous, une ponceuse à bande, puisque je suis sur la partie, on va dire, la plus grossière. Donc ça, c'est vraiment pour situer les choses. Donc ça, c'est le point situé. Bien déterminer les endroits selon leur utilisation. Par exemple, au niveau de la toupie, donc on est bien d'accord que le porte-outil, lui, c'est un des outils qu'on utilise le plus régulièrement. Donc j'ai installé tous les fers interchangeables sur un panneau de fond sur lequel j'ai coupé un morceau de moulure avec chaque fer. Donc directement, visuellement, je vois quel fer correspond à quelle utilisation. Ça, c'est l'outil qu'on va utiliser le plus souvent avec la toupie. Donc il est accessible directement au niveau de la toupie. Ensuite, j'ai les autres outils de toupie qui eux sont rangés. Donc la toupie est là, donc proche de la toupie, mais dans un meuble, tout simplement, où j'ai accès à tous les fers et tous les ustensiles, à tous les fers ou tous les outils qui vont donc sur ma toupie. D'ailleurs, je dois encore aménager mieux mon atelier puisque j'en parlerai au dernier point qui est suivi, où je vais faire un meuble à l'entrée justement de la toupie, sous la toupie, où ça sera un petit peu plus accessible. Donc je continue à vous faire le petit tour pour que vous compreniez un peu le principe. Donc ça c'était pour la toupie. Maintenant au niveau de la scie à format, eh bien c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai imaginé? Eh bien, j'ai un bac à chute qui est à droite de la scie à format, qui lui va me permettre, dès que j'ai fini de faire des coupes ou j'ai les pièces qui sont inutilisables, de les jeter. Comme ça, j'ai un environnement propre. De nouveau, on va revenir à un autre point. J'ai toutes mes lames de scie circulaire qui sont marquées sur le tableau, accessibles. Donc, cette zone-ci est toujours accessible, mis à part le meuble que je mets ici quand je fais les coupes. Mais je passe derrière et j'ai accès facilement à mes lames de scie selon l'usage que je dois en faire. Et puis ici sur le dessus, tous les ustensiles qui correspondent à ma scie à format, eh bien, sont proprement rangés, sont visibles directement. Donc j'ai directement un visuel sur l'accessoire dont j'ai besoin. J'ai besoin de la clé pour démonter ma lame de scie circulaire. Eh bien, ma clé, elle est ici. J'ai besoin de la griffe pour maintenir mon plateau sur l'arrière, eh bien directement j'ai le visuel dessus. Donc ça c'est assez intéressant. De nouveau, chacun aménage comme il le sent. Si vous préférez mettre vos outils au niveau de la scie à format parce que la zone ici est encombrée par d'autres choses, c'est un choix. Moi je vous explique le mien, pourquoi est-ce que je les mets là, comme ça j'ai un environnement qui est totalement dégagé autour de moi. Après, on peut très bien envisager de mettre les outils qu'on utilise le plus souvent
avec la scie à format, en effet, dans un panier, ben voilà, comme je le disais, peut-être la clé ou le capot de protection quand on fait des coupes à 45 degrés, etc. Alors, j'ai également mes fers de raboteuse qui sont là, mais vous voyez, ils sont visibles puisqu'ils sont derrière le cache de protection de ma lame quand je fais des coupes à 45 degrés. Comme ça, elles sont rangées, elles sont de nouveau à l'occasion, hein, et elles sont dans mon environnement de travail, elles sont visibles, donc je sais où elles sont, je me dis pas où est-ce que je les ai rangées, non, elles sont là, elles sont rangées, elles sont propres, et dès que je change les fers de ma dégauchisseuse, et ben d'office, je prends les boîtes, je change mes fers, je mets les anciens couteaux dedans, j'amène les boîtes chez mon affûteur et le roulement se fait. Donc de nouveau, situer, comme je dis, avoir les bons outils, les bons accessoires au bon endroit. Alors ici, j'ai mon système de défonceuse sous table. Pareil, il est sur roulette, c'est quelque chose que j'utilise très rarement par contre ça. Donc il est dans un coin, il est rangé proprement. Avec le système, avec le gabarit de défonçage de chez Lake où je peux faire des queues d'aronde et des queues bien spécifiques comme les têtes d'oreilles d'ours, des cœurs, etc. Et les accessoires, donc les peignes de nouveau qui correspondent à ce gabarit, eh bien ils sont en face. Donc c'est rangé, c'est visible, c'est au plus proche de l'accessoire qui doit être utilisé avec, donc c'est impeccable. Ensuite, ici j'ai toutes des boîtes de rangement pour mes lames de scie circulaire. Alors elles, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas directement dans l'environnement? Parce que je fais aussi bien du chantier que de l'atelier, et donc elles, contrairement à mes lames de la panneauteuse ou de la scie à format, elles vont rester fixes dans l'atelier. Je ne vais jamais prendre ma scie à format pour aller sur chantier ou ma panneauteuse pour aller sur chantier. Par contre, les lames de scie pour ma scie circulaire ou pour ma scie à onglet, eh bien, je dois pouvoir les prendre avec moi pour aller sur chantier. Donc, c'est des boîtes, voilà. J'ai juste à les sortir et puis je peux la remettre tout simplement. Et sur chaque boîte, il est mentionné quelle lame fonctionne avec quelle machine ou le diamètre de la lame si vous préférez. Ok? Et puis ici, j'ai les gabarits de défonçage ou gabarits de façonnage un petit peu particuliers que j'utilise de nouveau à l'occasion. Donc, ils sont en effet sur les murs et ils ne sont pas dans l'espace de travail parce que j'en ai pas l'utilité. Donc, par exemple, la grenouille de charpente, les gabarits de défonçage pour la défonceuse, par exemple, quand je fais des escaliers ou autres, eh bien, ils sont très bien là sur le mur, je les utilise rarement. Pareil pour mon tour à bois. Donc, il est là dans un coin. Lui, par exemple, je l'utilise très rarement. Eh bien, vous allez voir, non seulement c'est pas bien rangé, mais je devrais justement prévoir des rangements pour ben voilà, mon système de kit pour les bics, mon système de kit pour les poivriers, etc. Ils sont là en dessous, un peu entassés. Eh bien, malheureusement, c'est quelque chose que j'utilise plus rarement et donc j'ai pris moins d'attention à aménager cette zone-là. Mais je devrais le faire. Ok ? Donc, tout ça pour dire que vous devez vraiment aménager vos espaces justement en fonction de ce que vous allez y faire. Alors moi j'ai la chance d'avoir un bel espace, vous allez me dire, mais c'est d'autant plus important si vous avez un petit espace, de bien délimiter les espaces en fonction de leur utilisation et surtout adapter votre espace à ce que vous allez y faire. Je veux dire, si vous avez un atelier qui fait 9 mètres carrés, ben, je ne sais pas trop comment vous allez arriver à sortir un escalier, mis à part faire une partie de votre travail à l'extérieur. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, vous devez avoir un espace suffisant en extérieur, couvert, pour travailler correctement pour pouvoir travailler correctement votre escalier par exemple. Mais vous pouvez très bien avoir des machines adaptées à l'espace que vous avez et avoir un autre espace à l'extérieur de l'endroit où se situent vos machines pour faire la finition. C'est quelque chose de possible. Mais justement, il faut réfléchir en utilisant donc cette fameuse méthode des 5S. Donc là, on a vu un petit peu comment situer les choses. Je pourrais aller encore plus loin avec ma quincaillerie à côté de l'aspiration. Je pourrais aller encore plus loin avec la quincaillerie qui se situe dans mes armoires au niveau de la scie à onglet. Bon, je vois pas trop l'intérêt de faire la totalité du tour. Je crois que vous avez compris le principe. Ensuite, après situer, eh bien, on va faire standardiser. Le point suivant, contrairement à ce que je disais, ce n'est pas standardiser, mais c'est savonner. Alors savonner, ça veut dire quoi? Ben, tout simplement, c'est nettoyer. Donc prendre soin de son environnement. Un bête exemple, autour de toutes mes machines, j'ai une petite balayette. Donc sur ma scie à format, sur ma dégauchisseuse, sur ma scie à ruban, à côté de ma scie à onglet ou sur la toupie, j'ai une petite balayette
individuel. Et dès que j'ai fini d'utiliser ma machine, eh bien, je rebalaye directement la machine. Pour plusieurs raisons en fait. Déjà, je travaille dans un environnement sain. Ensuite, s'il y a le moindre éclat de bois sur ma scie à format par exemple, et que je viens prendre un panneau mélaminé ou stratifié laqué blanc, je viens le poser sur la petite crasse de bois qui traîne, mon panneau il est rayé. Tandis qu'en ayant balayé les crasses dès que j'ai fini d'utiliser ma scie à format, ça me prend 5 secondes. Je donne juste un petit coup de balai de balayette sur la scie à format et je le fais tomber au pied de la scie à format. Que ce soit au niveau de la scie à format, de la dégauchisseuse, de la scie à ruban ou de la toupie, j'ai des petits seaux qui me permettent justement, fin de journée, là où j'ai fait mes petits tas avec ma raclette, etc., de prendre la ramassette et les mettre dans les seaux. Et quand les seaux sont remplis, eh bien moi je remplis des sachets de papier que je peux utiliser dans mon poêle à bois. Mais ça, c'est encore autre chose. Tout le monde n'a pas un poêle à bois comme le mien. Mais voilà, pensez à mettre des récipients ou des poubelles au pied de vos machines et dès que vous avez fini d'utiliser votre machine, balayez, faites un petit tas au pied de chaque machine et fin de journée, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est un petit coup de balayette sur le petit tas que vous avez fait à remplir dans le seau, c'est terminé. Si vous utilisez vos machines toute la journée à faire de la poussière à gauche, faire de la poussière à droite, couper vos chutes, laisser un tas de chutes dans le fond, puis revenir faire votre journée, vous avez fini journée, il est 17h, 18h, vous voyez le tas de chutes qui s'est accumulé là-bas, vous voyez toute la poussière sur les machines, vous vous dites, ouais, j'ai rendez-vous en plus à Bruxelles pour un devis, bon, je ferai ça demain. Le lendemain matin, vous arrivez à l'atelier, vous voyez tout le bordel qu'il y a, vous en avez déjà pour une heure, ben vous n'avez déjà pas envie de travailler, vous êtes déjà découragé. Mais que vous soyez amateur ou professionnel, c'est la même chose. Vous rentrez dans votre atelier, c'est le bordel, vous vous dites, bon, j'en ai déjà pour une heure, rien qu'à déplacer ce tas-là pour pouvoir utiliser ma scie à onglet et faire les plaintes que madame me demande depuis 6 mois, eh bien les plaintes, elles attendront encore parce que, bah oh non, c'est rien, allez, je vais regarder Netflix. C'est con ce que je dis, mais c'est vrai. Donc pensez à toujours bien nettoyer, balayer. Les personnes qui ont travaillé chez moi peuvent mettre en commentaire sous la vidéo s'ils le souhaitent, ou toutes les personnes qui ont fait des stages chez moi vous le diront. Je ne fais que balayer, j'ai fini, je balaye. Et pourtant, je suis productif, on avance. Mais fin de journée, on ne passe jamais une heure à ranger l'atelier. Tout est déjà rangé, on a fini journée, eh bien j'ai pris mon ciseau à bois, j'ai mon chariot à roulettes à côté de moi, je prends mon ciseau, je l'utilise, plutôt que de le laisser traîner sur mon plat de travail, il est directement rangé. Donc c'est super facile, j'ai à peine fini d'utiliser l'outil qu'il est déjà rangé. Voilà pourquoi vous devez penser à votre environnement de travail par rapport à l'utilisation, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez rarement ou tous les jours? Tout ce que vous utilisez tous les jours, ça doit être à portée de main. Pourquoi à portée de main? Vous avez un petit atelier, ciseau à bois. Il est sur le tableau, vous l'utilisez, vous avez fini, vous le remettez sur le tableau. Si il est 3 mètres plus loin, eh bien votre ciseau à bois, il va traîner sur votre plat de travail et 2 jours après, c'est le foutoir. Ou 1 heure après. Avec tous les risques que ça comporte d'abîmer votre projet, etc. Donc pensez ranger, nettoyer, donc c'est le point savonner. Donc maintenant, le prochain point, c'est donc standardiser. Ça n'aura échappé à personne que je suis équipé principalement en Festool. Mais ça, c'est depuis 20 ans. Dans l'esprit de certaines personnes, j'ai du Festool parce que Festool m'a offert du Festool. C'est pas le cas. J'ai très peu de machines que Festool m'a envoyées et la plupart, je vous les ai offertes. Donc, tous les outils que vous voyez dans mes établis, ils m'appartiennent et je les ai payés plein pot. Mais ce qui vous a peut-être échappé, c'est le fait que mes machines stationnaires, c'est pareil. C'est-à-dire que toutes mes machines stationnaires sont de la marque SCM. Pourquoi? Eh bien, pour justement ce point standardisé. Que ce soit ma scie à format, ma dégauchisseuse ou ma toupie, les boutons d'utilisation des machines sont identiques. Donc je n'ai à aucun moment à réfléchir comment je dois allumer ma machine, comment est-ce que je dois la mettre en fonctionnement, comment est-ce que je dois la mettre en arrêt d'urgence et comment est-ce que je dois la mettre en sécurité. Les 3 machines ont exactement le même principe et les mêmes boutons. C'est-à-dire un bouton blanc pour allumer, un bouton noir pour arrêter, un bouton d'urgence, on va dire comme un petit peu toutes les machines, et une petite pièce qui tourne à droite ou à gauche avec une lumière jaune qui met la machine en sécurité. Pour changer la lame de la scie à format, pour changer les couteaux de la dégauchisseuse et pour changer l'outil de la toupie. Donc toutes les machines ont exactement les mêmes panneaux de réglage.
Donc aucune erreur possible. Même quand j'ai acheté mes machines, j'ai pensé à ça. Festool, ça va plus loin parce que Festool a réfléchi eux-mêmes en système. C'est-à-dire que Festool a pensé directement Systainer, a pensé adaptation des machines aux autres, etc. Un bête exemple, toutes mes machines se branchent sur ce câble. Donc moi dans l'atelier, que je prenne la ponceuse, la scie circulaire, la scie sauteuse, la domino ou quoi d'autre, ou n'importe quelle autre machine, je me branche sur le plug-it, je viens mettre mon tuyau d'aspiration et c'est parti, je travaille. Voilà. J'ai fini avec ma machine, j'ouvre mon tiroir, je remets ma machine, je prends une autre, je me branche ici et je n'ai aucun tuyau qui me gêne dans l'atelier. J'ai créé le bras d'aspiration ici au-dessus de moi qui me permet d'aller partout dans l'atelier. Le tuyau est suffisamment long que pour aller alimenter le bout de l'atelier à droite et le bout de l'atelier à gauche. Dans ce cas-ci, vous n'avez aucune excuse si vous me dites « Ouais, mais moi j'ai un tout petit atelier ». C'est d'autant plus facile. Vous n'avez pas besoin d'un aussi long tuyau et vous pouvez alimenter tout votre atelier. Mais ça veut dire que vous n'avez aucun tuyau qui traîne au sol, etc. Si maintenant vous êtes tombé amoureux d'Hitachi, de je ne sais quelle autre marque, Metabo, je n'en sais rien, rien ne vous empêche de standardiser le système pareil. C'est-à-dire que vous allez faire vos aménagements dans vos établis ou dans le mobilier autour de vos établis, mais par contre, mettre un multiprise comme ceci et venir brancher votre machine qui est de nouveau raccordée à l'aspiration. Donc ça veut dire que dès que vous branchez votre machine, elle démarre, votre aspiration fonctionne également. Tout en utilisant, pareil, un bras d'aspiration avec le tuyau d'aspirateur qui fonctionne avec votre aspirateur. Je ne dis pas que vous devez acheter du Festool, je dis que vous devez penser à standardiser les choses. Moi, le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, mes Systainer vont aussi bien dans les tiroirs de mes établis que dans les tiroirs de ma camionnette. Quand je vais sur chantier, je peux utiliser les mêmes serre-joints sur mes établis que dans l'établi de la camionnette. Donc, tout est réfléchi pour que tout fonctionne partout. Si maintenant je prends mes machines Makita, mes visseuses Makita et mes Systainer Festool, eh bien rien ne s'emboîte. C'est-à-dire que la Makita, j'ai une grosse boîte comme ça que je ne sais jamais où ranger. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est remisée? Eh bien, sur ma mezzanine avec tous les outils que j'utilise rarement. Ensuite, la Fein, par exemple, c'est très bien. À l'époque, quand moi je l'ai acheté, la machine oscillante de chez Festool n'existait pas. Donc j'ai acheté la Fein. Bien la Fein, elle est rangée dans un coin en bas dans ma camionnette. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'adapte pas aux autres Systainer. J'ai essayé de penser vraiment à standardiser le tout par rapport à mes besoins et mes souhaits. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai pas le budget d'acheter du Festool. Pas de problème. Peut-être que Bosch Bleu, Metabo, ou je ne sais quelle autre marque d'ailleurs, Bosch Vert, j'en sais rien moi, eh bien, vous donne accès à une standardisation de boîtes. Ou tout simplement, si vous achetez vos machines qui sont dans des boîtes en carton, pourquoi pas vous faire des belles boîtes en bois qui s'emboîtent les unes aux autres et venir aménager l'espace nécessaire pour le rangement de votre machine. Le système de standardisation, c'est vous qui devez l'imaginer. Moi, je n'avais pas le temps, en tant qu'artisan, de commencer à réfléchir à comment j'allais aménager les boîtes de chez Bosch, les boîtes de chez Metabo ou les boîtes d'Intel pour qu'elles fonctionnent entre elles. Festool me l'a servi sur un plateau. Puisque Festool crée les Systainer, Festool crée les rails qui fonctionnent avec toutes leurs machines, Festool crée aussi les serre-joints qui vont avec leurs rails, avec le système MFT, avec tout le reste. Donc pourquoi est-ce que j'aurais été chercher ailleurs alors qu'une entreprise me le proposait? Parce que Festool faisait ça il y a 20 ans, mais si une autre marque l'avait fait, j'aurais peut-être été chez une autre marque. D'accord? Donc ça, c'est vraiment à vous de voir comment standardiser les choses. Et puis, le dernier point, eh bien, ça va être justement le suivi. Alors le suivi, c'est quoi? Eh bien, c'est, comme je le disais un peu dans la communauté, c'est faire un audit finalement tous les 2 mois ou tous les mois, par exemple, de dire, ah ben tiens, on a pensé à faire ça. Un bête exemple, le chariot qui tient mes serre-joints, eh bien, je vais changer. Parce que finalement, je le trouve pas pratique dans le sens où j'ai beaucoup de serre-joints, c'est lourd. Même si c'est sur roulette et que je sais l'emmener près de mon plat de travail, etc., je me rends compte que ça m'encombre plus que ça me facilite la tâche. Donc, tous les X temps, eh bien, on va contrôler si les choses qu'on a mis en place sont vraiment efficaces ou pas. Donc, on va rectifier le tir ou on va consolider justement le système. Voilà, moi, par exemple, le chariot avec les outils fixer les uns les autres, eh bien, c'est quelque chose que j'ai découvert à l'armée,
que je trouvais génial. Quand on faisait de la mécanique, eh bien, on avait tous nos outils sur des panneaux comme ceux-là, très faciles, très accessibles, et c'était tous les outils dont on avait besoin tous les jours. Eh bien, ils étaient accessibles. Tous les outils dont on n'avait pas besoin tous les jours, on devait aller au Réa Pro pour demander un outil spécifique. Par exemple, si on avait besoin d'un extracteur de rotule, eh bien, c'est un outil qu'on n'utilise pas tous les jours. Donc, c'était pas sur le chariot à roulettes qu'on avait à notre disposition. Donc, on allait au Réa Pro, on disait voilà, j'ai besoin d'un extracteur de rotule et on me filait un extracteur de rotule. Eh bien moi dans l'atelier, j'ai besoin de mes outils de traçage, etc., mes ciseaux à bois en permanence, mais dès que j'ai besoin, par exemple, de ma mortaiseuse à chaîne, eh bien je n'ai pas besoin de ma mortaiseuse à chaîne tous les jours, je vais sur ma mezzanine et je vais chercher ma mortaiseuse à chaîne. C'est exactement le même principe. Voilà. J'espère que ce petit tour d'atelier finalement vous a plu, hein, et puis voilà, moi ça m'a permis un petit peu de vous faire découvrir les choses. Il y a différentes choses que je vais encore aborder, ce qui va être les zones de stockage. Donc là c'est vraiment la méthode qui va vous permettre de mettre les choses en place en pleine réflexion, c'est-à-dire donc sélectionner, etc., etc. Mais il y a toutes les zones justement à réfléchir, comme par exemple le stockage de mes chutes. Hein, je fais un petit clin d'œil ici à Krébirkenwald qui m'avait dit Benoît, ne garde pas ces chutes de moins de 60 cm. Je vais te montrer un petit peu mon espace chute et tu vas vite comprendre pourquoi je ne garde pas les chutes de plus de 60 cm. Pourquoi je ne garde pas les chutes de moins de 60 cm? Parce que à peine 3 mois et tous mes bacs à chutes sont remplis. Quand c'est notre métier, on a un flux de marchandises tel qui fait que tout s'accumule en permanence. Quand on travaille uniquement ces week-ends dans un atelier ou quand on travaille une fois par mois dans son atelier ou qu'on bricole de temps en temps, c'est évident qu'on aime bien conserver les chutes parce que on a un flux de matière qui est beaucoup moins important que quand on est artisan. Mais quand on est artisan, on va avoir une réflexion qui est complètement différente. Pourquoi? Parce que le surplus de chutes que j'ai, il m'encombre. Et donc, il gêne mon espace de travail. Contrairement à un amateur, et entendons-nous bien, pour moi, amateur, c'est pas péjoratif. Amateur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne gagne pas sa vie du travail du bois. D'accord? L'amateur du bois, c'est quelqu'un qui ne gagne pas sa vie du travail du bois. Je parle pas de qualité de travail ici, que les choses soient bien claires. Donc, je parle de rendement, de productivité, etc. Et donc, quand vous travaillez une fois par semaine, eh bien vous êtes bien content d'avoir une petite chute de 30 cm qui traînait dans le fond du garage. Par contre, moi, la petite chute de 30 cm, j'en ai plein mon bac pour mettre dans le poêle en hiver. Et dans mon bac à chute, je ne sais déjà plus quoi en faire non plus. Donc, voilà, tout ça pour vous expliquer que selon votre situation, selon la taille de votre atelier, vous devez avoir votre propre réflexion sur ces 5 S. Donc chacun va avoir une analyse complètement différente et chaque personne va aménager son atelier différemment en fonction de son activité. Par exemple, quelqu'un qui fait de la dentelle sur bois n'aura pas besoin du même espace qu'un gars qui fait de la charpente. Donc c'est exactement ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc, pour le reste, comme je le dis, je reviendrai sans doute avec des vidéos un petit peu justement sur les zones de stockage, quoi prévoir ou autre. Je vais de toute façon aussi aménager mon atelier. Ça y est, je suis enfin tombé sur un projet qui me plaît en termes d'établi. Ça va faire maintenant, j'avais 17 ans dans la communauté, mais en fait ça fait 11 ans que j'ai mes presses et je viens de les préparer, donc j'ai revu la date. J'ai revu la date qu'il y avait sur la boîte. Donc ça fait 11 ans que j'ai les presses de mes établis. Donc je vais enfin me lancer dans la fabrication. Je le dis déjà ici face caméra, c'est un projet qui est complètement inutile, hein, je l'ai déjà dit. La menuiserie moderne aujourd'hui ne nécessite absolument pas l'utilisation de ce type d'établi. C'est juste un vrai plaisir à se faire. Bon voilà, ça fait 20 ans que je fais de la menuiserie, donc autant profiter et me faire plaisir. Mais dans la menuiserie moderne aujourd'hui, c'est des tables de travail dont on a besoin parce qu'on travaille beaucoup plus de panneaux, beaucoup plus de matière un peu différente que le bois massif et encore en plus on travaille avec les machines, les établis tels que je vous montre, donc ça sera mon futur établi, et bien c'est beaucoup quand on fait du travail à la main et de moins en moins, il ne faut pas se mentir, en tant qu'artisan on travaille à la main. Et évidemment il y a des parties qu'on fait encore à la main, mais la majorité des choses se font aux machines. Aujourd'hui personnellement je ne connais aucun artisan qui corroie ses bois avec une varlope et
un rabot. Et quand je dis un artisan, c'est pas quelqu'un qui gagne 800 € par mois. Je vous parle d'artisan qui gagne sa vie. Évidemment qu'il y a sans doute des artisans qui font encore le corroyage de tout leur bois à la varlope et au rabot. Je serais quand même curieux de savoir comment est-ce qu'ils s'en sortent financièrement. Mais de nouveau, je me trompe peut-être. Hein. Et en tout cas, chapeau pour les personnes qui arrivent à vivre en travaillant uniquement avec des outils à main. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas de votre côté à mettre en pratique cette fameuse méthode des 5 S. Et moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!